Mesdames, Messieurs, l'Institut national d'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir pour la 9e édition du Festival d'histoire de l'art. La conférence qui suit s'intitule « Sous nos yeux, ce que les études queer ont rendu visible ». Elle est présentée par Jonathan Katz. Pour ce qui sera des questions, ce sera à la fin et avec le micro. Il faudra lever la main. Voilà, merci. Merci. Alors, moi, je vais vous présenter rapidement Jonathan David Katz, qui est historien de l'art spécialisé dans les études queer, notamment pour la période contemporaine et l'avant-garde américaine. Il est directeur du programme doctoral en culture visuelle à l'Université de Buffalo dans l'État de New York. Il est militant des droits LGBT et dans ce cadre, il a fondé le Harvey Milk Institute, qui est le plus grand centre de recherche sur les études gays du monde. Il est également conservateur au Leslie Lohman Museum of Gay and Lesbian Art à New York et il a récemment organisé une exposition à l'occasion du 50e anniversaire de la rébellion de Stonewall au musée Wrightwood 659 à Chicago. Et donc maintenant, il va vous présenter cette présentation qui s'intitule « Sous nos yeux, ce que les études queer ont apporté ». Bienvenue à tous. Tout d'abord, je voudrais vous donner une idée de ce dont je ne vais pas vous parler, c'est-à-dire ce qui suit. Parce que ici, c'est assez lisible en termes de sexualité. Et bien sûr, il y a la question des différences sexuelles, le fait que c'est un homme afro-américain et donc la position sexuelle est bien plus visible que cela ne l'aurait été à l'époque chez un homme caucasien. Mais on peut comprendre cela facilement. Ça, c'est donc un tableau de Sargent. Et je vais également vous parler de ce qui est échangé de façon privée. Demuth, ça c'est un travail de ses amis, ce ne sera pas sur le marché. Mais ce qui est frappant sur ce moment qu'on regarde maintenant, c'est-à-dire la période avant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les gays étaient beaucoup plus ouverts à ce moment historique et beaucoup plus à ce moment-là qu'après la guerre. Et la base de tout cela, c'est simplement que en 1951, le gouvernement des États-Unis a commencé à contrôler l'homosexualité avec la police. C'est devenu la nouvelle cible pour la droite, le parti de droite, à cause du communisme et la homosexualité dans l'esprit des Américains était liée. On parle de comic fag comme étant un dissident. Et pendant cette période, comme vous allez le voir ici, vous allez voir des hommes mâles. Mais c'est ça que je voudrais vous regarder. En fait, ce n'est pas du tout queer. Ça, c'est la couverture du magazine VVV par Breton, qui a déménagé aux États-Unis et qui a publié cela. Et il a publié le fait qu'aucun homosexuel ne pourrait être publié dans VVV. Et il était assez homophobe là-dessus. Maintenant, le problème, c'est que le surréalisme américain était surtout queer et gay, et cela posait un problème. Donc, un groupe de surréalistes gays qui s'appelle Magazine View, et là, vous voyez le Magazine View, ce magazine a demandé à Marcel Duchamp de préparer la couverture. Et Duchamp avait un problème. Il ne voulait pas se battre avec Breton, mais il ne voulait pas faire ce que les éditeurs lui ont demandé de faire, c'est-à-dire de fournir une couverture. Donc, il a fait cette couverture homoérotique pour le magazine View, mais si vous regardez de près, il a changé l'entête du magazine. Donc, au lieu d'avoir View, il a changé le dernier W en V. Donc, on a VVV. Et donc, c'est une façon très duchantesque de faire ça. Et ainsi, il ne prend pas position. Et c'est cette idée de codage dont je voudrais vous parler. Ça, c'est un travail de Ellsworth Kelly de 1947. Donc, il tient dans ses mains des roses et cette idée d'épineux, de quelque chose de dangereux.
C'est très intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est que très rapidement, il a commencé à faire des choses comme ceci. C'est-à-dire, c'est parallèle au travail d'art avec les corps. Et ça, c'est Kelly qui transforme son corps dans le corps d'une femme avec ce canevas virtuel. Mais lorsque Ellsworth Kelly envoie des images de son travail aux gens, il le compare à son propre corps. Et ça, c'est vraiment un indice très important parce que ce dont je vais vous parler ici, c'est que l'abstraction très dure, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est en fait quelque chose de fondamental. Et toute abstraction dure n'était pas gay. Et c'est devenu un mécanisme grâce auquel les artistes gays pouvaient communiquer sur les questions relatives à la sexualité. Et là, je vous parle essentiellement de la façon dont les formes bougent, la phénoménologie de ces formes apparemment autonome sur ces canevas. Et là, vous voyez le corps humain et les relations entre les hommes. En haut à droite, donc vous avez les symboles phalliques, mais cela n'a pas forcément lieu d'être. Là, ce que vous allez voir à nouveau dans le travail de Kelly, ce sont deux formes qui se touchent, qui sont sur le point de toucher, sur le point de se séparer. Donc le point sur le corps et des relations, ceci constitue son œuvre principale. Et donc, dans toutes ses œuvres, Kelly semble chercher sous une forme picturale la façon d'adresser le corps qui ne montre pas clairement pourtant le corps. Mais il y a quelque chose d'érotique dans ces images que nous avons compris, même si on n'a pas adressé ces questions. Et surtout dans les formes sculpturales, c'est encore plus évident. Et ce qui est vraiment intéressant, vous vous souvenez des images que je vous ai montrées au début, la peinture sur son corps, et voilà une de ses dernières commandes publiques, et vous voyez, il répète les mêmes formes. Et c'est un intérêt qu'il a eu tout au long de sa carrière. Et Kelly, en fait, c'est le développeur de cette abstraction. Mais William Paul Smith, qui est un artiste bien moins connu, est sans doute le premier à avoir fait cela. Et son travail, à ses tout débuts, ça c'est en 1948, Untitled Drawing, là, vous voyez la sexualité des femmes très clairement. Et ça, c'est une forme plutôt hétérosexuelle. Et Paul Smith a réussi à se comprendre et il a réussi à changer. Et là, c'est sa peinture qui l'a vraiment rendue publique. En 1954, il y avait un catalogue de sport et l'image qui illustrait ceci, c'était le baseball. Lorsqu'il regarde une balle de baseball et les coutures sur les balles, il a réalisé une nouvelle possibilité picturale. Et là, je suggère qu'il y a une imagerie phallique ici. C'est cette image de ce ballon de baseball. Et ainsi, il a commencé à comprendre que les formes abstraites pouvaient avoir des analogies avec le corps humain. Et ce qui est remarquable, c'est qu'après cette découverte et après cette percée grâce à cette image, pratiquement tout ce qu'il a fait est relié à l'exploration de toutes les possibilités avec ces formes, comme cette forme de balle de baseball. Et ici, vous avez un bikini, un slip de bikini. Et là, à nouveau, le même intérêt pour trouver des formes géométriques pures, une relation phénoménologique par rapport au corps.
En fait, Polk Smith était très fier d'un critique qu'il a appelé un artiste sexy. Et il a dit que l'un de ses collectionneurs favoris a acheté ses peintures. Ça, c'est une peinture à la fin de sa vie parce que elle savait que c'était quelque chose de très sexy, de très séduisant, d'attrayant. Robert Indiana était l'amant de Kelly pendant 3 ans. Et pendant cette période où ils étaient ensemble, Indiana a produit deux. Et on utilise donc les éléments de bois des ateliers du 19e siècle où ils squattaient, où ils n'avaient pas d'argent, ils étaient pauvres. Et il a produit ces images dans toutes ses formes érotiques. Il y a toujours cette image du double de deux choses blanches. Et ici, il thématise un phallus dans un trou. On n'a pas besoin d'étudier l'histoire de l'art pour le voir. Et ça, c'est assez remarquable. Et si vous avez raté, vous n'avez pas compris, voilà, c'est explicite ici. C'est clairement explicité. Donc là, on suggère qu'on a toute l'histoire d'un mouvement artistique américain. Et on aurait dû voir ça lorsqu'on regarde Sweet Mystery. Lorsque vous regardez la littérature, là, on a 2 feuilles de ginkgo. On a l'impression que c'est 2 feuilles de ginkgo, mais c'est les zygotes. Et là, il y a également quelque chose relié à la sexualité. Et Indiana était intéressé, il voulait être un peintre, mais n'était pas sûr s'il deviendrait un peintre ou un poète. Donc, vous avez Year of Meteors de Walt Whitman, qui est le grand livre de poésie du 19e siècle, One Summer Morning, et tu as atteint pour sentir ma bière et ma barbe. Ensuite, tu as atteint mes pieds et ma hanche. Donc ça, c'est la description d'une pipe. Et bien sûr, Indiana trouverait ça très attirant. Et ici, il cite dans Year of Meteors, c'est l'année où Abraham Lincoln est mort. Mais si vous regardez cela de plus près, autour de l'image, vous voyez que elle avait 600 pieds de hauteur. Elle était bien formée. Et là, est-ce que vous suivez? Et là, ce n'est pas juste une Indiana. Et si vous lisez les citations poétiques d'Indiana, ce sont les éléments les plus étranges qu'on trouve par rapport à tous les autres poètes. Et il nous dit même que c'est de l'herbe. Il nous informe que ça, c'est de l'herbe. Mais tout ça, c'est avec c'est une introduction à mon sujet véritable, c'est-à-dire le travail de Robert Woods Jones. Et son travail est beaucoup plus complexe et il faut vraiment interpréter les choses. Donc, Rauschenberg, en 1950, ce qu'il a fait, c'était assez évident. Mais ce qui est moins évident, c'est que cela n'a apparu seulement lorsque Rauschenberg est allé à cette exposition par Bernard Newman à la State Gallery de New York, la galerie qui allait faire sa première exposition. Donc, il est allé à cette expo, il est allé chez lui, il a détruit tout ce qu'il allait montrer et à la place de cela, il a fait Two Souls. Et ce que je suggère, c'est qu'il fouille l'intensité phallique enterrée ici et il critique de façon assez comique. L'expression abstraite, c'était vraiment sa cible préférée à l'époque. Les white paintings étaient également une expression abstraite
avec sur canevas. Donc, l'absence de peinture, l'expression de l'abstrait sans geste, tellement sans relief que, en fait, c'était quelque chose qui devait être répété par d'autres personnes avec de la peinture maison et des rouleaux. Donc, quelque chose qui communiquait clairement qu'il n'y avait rien du soi dans tout cela. Toutes ces œuvres, par définition, parlent de la réponse du public et n'encodent pas mes significations. Un artiste gay devait reconnaître le degré auquel il voulait communiquer ses pensées intérieures, l'intériorité qui est la marque de l'expression. Ça, c'était par définition impossible. On ne pouvait pas s'exprimer soi-même si on était dans le closet, comme l'était Rauschenberg. Donc, il ironise avec les termes de cette expression abstraite. The Mother of God était dans cette exposition du Gallery à New York. Et là, vous avez des cartes de Washington, la capitale, Washington, D.C. Et là, c'est comme une expression abstraite de Jackson Pollock. Mais au lieu d'avoir ces marqueurs authentiques de l'intériorité, vous avez une fabrication en masse des plans de la ville et un grand cercle blanc au centre, un grand blanc au centre, c'est-à-dire c'est vous qui donnez la signification. Mais regardez les citations en bas à droite. Vous voyez ces citations en bas à droite? Voilà ce qu'il dit ici. Une carte de grande valeur précieuse qui vient de la revue catholique. Rauschenberg, ici, est très ironique. Il attaque les prémices spirituelles, les travaux de l'expression abstraite. Bernard Newman appellerait cela les peintures de l'un, le miracle. Et au lieu de cela, l'intention, c'est de montrer ce langage très évolué. Mais l'ironie, ce n'est pas le seul mode de faire cela. Et en 1950, Rauschenberg a commencé une peinture. Et moi, je dirais que c'est l'une des peintures les plus importantes de sa carrière. Remarquable parce qu'il n'existe plus, il a été complètement détruit. Et ça a été transformé dans cette peinture que vous voyez ici en bas, qui est devenue noire. C'est une collection de John Cage. John Cage est allé à l'exposition de Rauschenberg et il a dit « J'aimerais avoir cette peinture, Should Love, mais je n'ai pas d'argent. » Et il a demandé s'il pouvait juste l'obtenir. Et Rauschenberg a dit « OK, vous pouvez le prendre. » Et ça a été le début d'une amitié très forte entre ces deux hommes. Un jour, en 1953, Cage, qui avait une clé à l'appartement de Rauschenberg, est entré et a refait Should Love Come First. Et on se demande pourquoi il a refait Should Love Come First. Qu'est-ce qui n'allait pas avec cette image? Qu'est-ce qui n'allait pas d'après Rauschenberg à l'époque, d'après sa perspective? C'était que c'était trop révélateur, trop riche en matériaux personnels. Parce qu'en 1953, Rauschenberg avait un dilemme. Il était à Blackmore, dans l'université de Blackmore. Il adorait être là-bas. Et il était avec un homme qui allait devenir son partenaire. Et en même temps, il était marié à Susan Weil et elle venait d'avoir un fils. Son fils avait 3 mois. Donc la question, est-ce que l'amour doit venir en premier? C'est quelque chose qui le hantait. L'amour, c'est-à-dire sa relation avec Saito Only. Est-ce que je dois laisser l'amour remplacer ma responsabilité paternelle? Et ici, vous voyez, il met sa propre marque, la marque de son pied, l'empreinte de son pied. C'est un geste ironique par rapport à l'expression abstraite. En 1948, Pollock a mis ses empreintes de main en haut. Mais ce qui est très clair en parallèle à ça, par rapport au studio Arthur Lute Murray, un studio de danse, des diagrammes de danse sur les murs. Et ce qui est notable, c'est que le numéro 8 apparaît partout ici. Et vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir ici.
le numéro 8 ici en haut. Vous le voyez ici également. Vous pouvez le voir également là-haut, 8, 8, 8. Et vous voyez 7 et 7 ici. Il y a 7 et 7 qui est répété ici. Et ça, c'est un emploi du temps des trains et des départs de Washington, D.C. Mais qu'est-ce que ça fait là? Et je pense que cela constitue la façon dont Rauschenberg pensait à l'époque, une carte des distances d'un centre présumé. Et c'est 8 et c'est 7. 8, bien sûr, c'est deux formes identiques et les chiffres non identiques comme les 7, c'est toujours par 2. Donc, c'est toujours la même chose avec la même chose qui stigmatise toutes ces peintures. Mais le niveau d'abstraction on ne peut pas vraiment comprendre. Moi, j'ai passé ma vie à étudier tout ça. Ça ne se trouve pas dans la littérature. Et malgré cela, on était trop près. Donc, c'est pour ça que Rauschenberg l'a repeint et a fait de cela une peinture noire. Yoix, ça c'est une peinture après qu'il ait rencontré Jasper Johns en 1954. Et ce qui est remarquable avec cette peinture, il y a pas mal de choses remarquables, mais l'aspect le plus notable, c'est que tout ce que nous avons vu qui a été rigoureusement exclu dans le travail de Rauschenberg revient ici. Les émotions, les gouttes, les gestes, tout cette expression abstraite qu'il avait ironiquement complètement laissée en dehors de son art revient à la charge ici. Et il a besoin de Jasper Johns pour ça. Et cette peinture a été faite quelques mois après sa rencontre avec Jasper Johns. Et il y a également une description de Johns à partir d'une BD. Je ne vais pas vous le montrer parce que c'est trop petit, mais il dit 5 pieds 10, cheveux de sable, yeux bleus, vous n'êtes pas aussi coupable que vous le pensez. Ça, c'est la citation. Donc, il décrit Johns physiquement et émotionnellement à ce moment-là. Et Johns, à son tour, a produit cette peinture, Tango. Et ici, selon ces termes, contient le terme tango. Vous le voyez ici en haut. Et en bas à droite, il y a une toute petite clé parce qu'il y a une boîte à musique cassée et John dit qu'il l'a modifiée, donc il n'a pas pu le jouer. Mais ce que Tango, il répond à ça, à l'autre peinture. Cette idée que Rauschenberg avait parlé à John. Est-ce que l'amour doit venir en premier et ensuite John fait un tango pour son nouveau partenaire? Et ensuite, il y a un autre thème qui revient de façon répétitive. Vous le voyez ici. Ça, c'est un dessin d'une empreinte de pied. Et ça, c'est en 1960. C'est un thème clé dans le travail de John. Et Rauschenberg, à son tour, devient presque saccharine dans ses notes d'amour à Johns. Et ça, c'est en février 1954. C'était pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est très important pour Rauschenberg. Tous ses amants ont dit que Rauschenberg, à la Saint-Valentin, il vous donnait toujours un très gros cadeau. Un travail. Donc, et ici, donc, vous voyez le Red Import avec les cœurs dedans. Mais il ne fait pas simplement cela. Il a également fait ceci, Untitled 1954. Si vous regardez de près, il y a un paquet, un sachet en plastique ici, sur cette image, ici, en haut à droite. Et ce sachet en plastique contient des cœurs découpés de cartes. Elles sont toutes petites, mais elles sont là, ces cœurs. Et donc, c'est un moyen assez stupide de suggérer cette implication émotionnelle. Mais c'est cette image, 1955, Odalisque, et 1955, Untitled. Et je vais passer le plus clair de mon temps là-dessus. Et en fait, c'est une paire. Ils dépendent l'un de l'autre. Et vous le voyez clairement parce que les deux contiennent ces escaliers, le premier pilier qui soutient l'autre. Initialement,
ce n'était pas pour percer un oreiller, mais c'était pour percer un gâteau de mariage acheté à Woolworths, à côté de son studio. Et il voulait arriver entre la mariée et le marié. Mais il voulait stabiliser les choses et donc il a abandonné et il a fait percer un oreiller. Et ça, ce ne sont pas simplement des travaux parallèles. En fait, c'est thématisé pour adresser la sexualité. Et je dis que Untitled, la partie à gauche, c'est le travail de Gay et Odalisque, c'est pour les hétéros. Et je réalise que c'est un peu peut-être une généralisation, mais il faut faire attention au fait que Odalisque, en haut, il y a un coq, comme on dit en anglais, et il y a une poule en bas de Untitled. Il y a également, et je vais vous le montrer, toute une gamme très riche de matériaux personnels dans Untitled. Tant de matériaux que on dirait presque un scrapbook personnel, y compris des articles de notification que sa sœur, qui a gagné le Louisiana Young Queen, cette compétition en 1946. Mais cela est inclus également ses mères, 1926, et l'invitation au mariage donc de sa mère. Donc, il y a pas mal de matériel personnel qu'il a inclus dans ses œuvres. Et l'image straight, c'est Odalisque. Odalisque, ce qui est frappant, c'est le titre. C'est la combinaison entre odalisque et obélisque, le mâle et la femelle. Et là, on thématise l'hétérosexualité dans le titre même de l'œuvre. Et lorsqu'on regarde de près les surfaces de ces œuvres, regardons Untitled 1954, là, vous voyez une image d'un homme dans un costume blanc qui est reflété dans un miroir. Ça nous fait penser à Narcisse. Pour comprendre l'homosexualité à l'époque, l'image, c'était Narcisse. Et ce n'est pas sight to only, mais on dirait que c'est sight to only. Et il y a également un dessin de Jasper Johns, d'un drapeau américain. Il y a une photo de Jasper Johns. Cela inclut des lettres d'amour de Johns et de Twomley, de son propre fils. Toute une gamme de matériaux qui parlent de la relation entre un amour familier et un amour ironique, c'est-à-dire un même amour. Et dans Odalisque, là, la politique est totalement différente. Et là, il a rassemblé tout ce qu'il y avait de plus hétérosexuel. Il l'a pris de Playboy Magazine. Vous voyez les nus, là. Et il y a également un loup en bas qui hurle. Vous voyez ici en bas l'image du loup. Le loup, c'est lorsque, par exemple, un homme siffle lorsqu'il voit une belle femme passer devant lui dans les années 1950. Il y a également le guide du Boy Scout, des Boy Scouts. Donc, vous le voyez ici au milieu de l'image, comment enseigner aux jeunes garçons comment lutter. Donc, ici, Rauschenberg thématise des questions relatives à la sexualité de façon assez centrale. En 1959, cette thématisation est devenue le seul aspect définissant son travail. Et ici, c'est Canyon. Et moi, je pense qu'il y a également des résonances sur les contes gays. Et lorsque j'étais jeune, Ganymede parlait toujours de son coq à son dieu, mais Zeus l'a trouvé très attrayant. Et Zeus s'est transformé en aigle et descendu sur terre, prend le jeune homme Ganymède et Ganymède est au service de Zeus. Donc ce qu'on voit ici, c'est une image de cet aigle et l'oreiller qui est divisé en deux, qui est très curieux. Et je pense que c'est une référence dans les images de Ganymède
comme ici, dans ce cas, c'est celui le plus clair, le viol de Ganymède par Michel-Ange. Et ça, c'est assez clair. Et si vous ne me croyez pas, mais je ne dis pas que vous devez me croire, mais ici, c'est une sculpture qui a été mise en face dans la première exposition. Pale for Ganymede. Et là, il y a une boîte qui monte et qui descend lorsque vous tournez la manivelle. Et en 1959, ces œuvres sont explicitement gays, c'est-à-dire dans les conversations avec leurs amis. Jones, en fait, a trouvé ça de façon inconfortablement claire. Parce que Kickback, si vous regardez clairement, on voit King en haut. Ensuite, en dessous, vous avez une publicité d'une boîte de cigarettes, Size, avec Size, King Size. Et au tiers, vous avez les mots en anglais, What you want. Est-ce que vous voyez cela? Et entre tout cela, vous avez les pantalons kaki de Jasper Johns. Et ce qui sort de ces pantalons kaki, vous avez de la peinture noire et une cravate blanche qui pend. Donc, king size, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et en effet, en plus, vous allez voir de façon répétée des images du premier sous-marin nucléaire construit par les États-Unis qui fait surface dans l'Atlantique pour thématiser l'idée d'apparaître à la surface. Une photo de 1959. Personne n'a jamais fait cela, mais lisez la surface. Lisez-le. Ton cul, your ass en anglais. Vous le voyez? Mais ce qui est encore plus important, c'est l'image de John sur la fin de sa relation avec Rauschenberg. C'est Frank Harrow, un très bon ami, qui dans son propre travail avait écrit un poème qui décrit comment survivre à la fin d'une liaison d'amour. Et ce poème vous dit qu'il faut en fait tuer l'être aimé. Il faut éliminer toute pensée de l'être aimé. Et ce qui est vraiment marquant par cette image, c'est qu'en fait, on a une image de ce qui manque. Voilà la peinture qui a démarré leur relation, le flag de 1954 de Johns. Ici, les étoiles ont disparu. Il n'y a qu'un champ gris. Si vous regardez de près, le tableau est divisé en deux, avec des charnières qui connectent les deux moitiés, en fait. Et en fait, là, Johns exprime ses émotions en peinture. La partie gauche du tableau, avec en fait une cuillère et une fourchette rattachées ensemble, c'est avant, quand ils étaient encore partenaires. Il faut savoir que cette relation s'est terminée parce que en fait, Rauschenberg a démarré une liaison avec un danseur de la compagnie de danse Commons. Mais dans la partie avant, où vous aurez eu les drapeaux avec ces étoiles, ceci est parallèle à la partie du tableau qui décrit la fin de la relation. Dans le côté fin de relation, vous avez les mots « dead man », homme mort. Vous ne pouvez pas le lire peut-être, mais c'est écrit puis recouvert de peinture en bas du tableau. On a découvert cela très récemment grâce à des rayons X. Mais ce qui est important à voir ici, c'est là. Il y a une fourchette et une cuillère, mais elles sont maintenant séparées. Vous voyez? Et je crois que c'est ce qui définit le travail à ce moment-là. La découverte de ces petits éléments qui permet à Johns et Rauschenberg de communiquer par les images,
par les tableaux. Regardez. Il répond à des travaux tels que celle-là. Ici, Rauschenberg, 1958-1960, les dessins de Dante, Dante Drawings. Et Rauschenberg, ici, dans les Dante Drawings, en fait, ces tableaux ont été construits sur la base de l'enfer de Dante. Ici, Rauschenberg est très dyslexique, donc il a fallu qu'il travaille vraiment énormément pour comprendre ce qu'il lisait. Mais dans Canto 14, Rauschenberg décrit la description de Dante du destin des sodomites. C'était en fait de courir pieds nus sur les sols brûlants de l'enfer. Ici, en fait, selon Dante, il y a un groupe de sodomites qui court devant Dante. Rauschenberg a souligné son pied en rouge et il peint des empreintes de pieds à gauche qui descendent en fait le tableau jusqu'à ce qu'ils arrivent au bord où vous voyez du blanc et rouge, en fait, qui représente le drapeau américain, indiquant encore une fois l'homosexualité de Rauschenberg. Ce qui est intéressant, c'est que le dernier dessin de cette série, qui a vraiment énervé Johns, c'est Canto 34, qui décrit vraiment le puits de l'enfer. Et là, Rauschenberg nous dit que l'enfer, c'est les parties génitales, en fait, du diable. Et je dois vous dire ici que Johns était très talentueux en tant qu'artiste, mais aussi ailleurs, dans d'autres activités. Ce qui était extraordinaire, c'est que personne n'a jamais remarqué que c'est une image d'un pénis et que ce sont les parties génitales du diable. Mais à droite, vous voyez un texte médical. Vous le voyez là? Une coupe d'un texte médical. Et j'espère que c'est clair pour vous. Vous voyez là? Regardez. Et Johns lui-même nous donne en fait ses parties génitales dans ce dessin. Alors, vous vous rappelez que je vous ai parlé de la cuillère et de la fourchette qui, du côté de la rupture, sont séparées. Tandis que à gauche, où il parle de leur relation passée, la fourchette et la cuillère sont ensemble. Ça démarre en 1959. C'est la signification de la cuillère et de la fourchette dans le cadre du tableau appelé Bride's Folly. En fait, cela va thématiser la relation entre Johns et Rauschenberg et leur relation collective avec Marcel Duchamp, où ils arrivent en fait à éviter de traiter de la sexualité. Maintenant, pourquoi ce tableau est très marquant, c'est que dans ce tableau de 1959, vous avez la fourchette au centre du tableau avec ce voile de mariée. Peu après, Johns fait cela, Untitled, son titre, 1962. Et on voit la cuillère. Donc, Rauschenberg, c'est la fourchette, Johns, c'est la cuillère. Et cela tiré en fait de la serrure de la porte de Duchamp à Paris. Cette porte connue parce qu'elle s'ouvre et se ferme en même temps, qui est en fait une analogie de la sexualité. Et According to What, en 1964, un tableau gigantesque qui, vous voyez en fait en haut la jambe d'un homme dans un plâtre. Pour la première fois, Johns regarde en fait ce
sujet s'impliquant dans le médium de Rauschenberg pour la première fois. Si vous regardez ce tableau de près, regardez, la cuillère est là, au centre. On la voit attachée en fait au cintre en métal. Ici encore, Johns essaye de négocier la fin de la relation avec Rauschenberg. Vous voyez des cuillères et des fourchettes. Vous voyez la fourchette à l'extérieur de la fenêtre, là? Regardez la fourchette en haut, la cuillère en bas. Vous voyez en détail? Le tableau passage de Johns, pareil. Vous voyez en fait une fourchette en tension. Mais c'est cette image qui va nous faire comprendre ce qui est en jeu ici. Ce tableau Voice de Johns, vous voyez très près, vous voyez que la cuillère et la fourchette sont séparées et sont un contrepoids par rapport à cet élément en fait. Vous voyez? Donc le mot voice est en fait effacé par le poids qui est séparé de la fourchette et de la cuillère. Parce que Johns croit qu'il n'aura pas une audience qui l'écoutera, avec qui il peut communiquer. On le voit ici de façon plus claire dans ce dessin Voice où on voit que c'est la fourchette qui toute seule pèse là. Rauschenberg, en fait, et la fourchette, toujours. En 1968, après la mort tragique et précoce de O'Hara, il fait cette lithographie « In Memory of My Feelings », en mémoire de mes sentiments. En 1979, dans un tableau pour élever des fonds pour la compagnie de danse Mercy Cummings. Vous voyez « Dancers on a Plane ». En fait, je dis que ce que Johns et Rauschenberg font, c'est qu'ils projettent leur voix comme des ventriloques. Et ce tableau Ventriloquist, justement montre comment on peut projeter sa voix à travers les objets comme les ventriloques. Parce que Ventriloquist n'est pas simplement un tableau avec plein d'objets, mais lorsque vous voyez la litho Voice, en bas, vous voyez un vase. Est-ce que c'est vraiment un vase ou est-ce que ce sont deux profils comme la reine Victoria et le prince Albert? Ici, on joue sur votre lecture de l'œuvre et cela bien indiqué par ces deux drapeaux en noir, vert et orange. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'il y a des artistes dans ce groupe? Si vous regardez ces couleurs, vous vous concentrez sur ces couleurs et vous regardez ensuite sur un papier blanc, vous allez voir les couleurs bleu, blanc, rouge, les couleurs du drapeau américain, en raison de la façon que jouent les couleurs sur la roue des couleurs. Alors, en fait, ici, vous avez camouflé ce que veut faire comprendre Johns. Et on peut comprendre ici, par exemple, vous voyez vous voyez là, regardez. Vous voyez la bouche ouverte et la queue. C'est une baleine. Pas n'importe quelle baleine. C'est Moby Dick. C'est en fait le symbole du plus grand roman gay du 19e siècle. Et donc, en fait, il y a ici en fait la projection du peintre comme étant
Moby Dick, l'homosexuel. Et en fait, les deux peintres sont Moby Dick et Ahab. Ils savent tous les deux ce que pense l'autre. L'un ou l'autre va être tué. Ils ne peuvent pas tous les deux survivre. Vous avez en fait une citation, les deux hommes, main dans la main, entourés de spermatologie, en fait. Et en fait, c'est tiré du livre Moby Dick dans lequel ils sont en train de découper la baleine. Et ici, vous avez Melville qui, en fait, a projeté sa voix dans celle de Ahab, qui, lui, a projeté sa voix comme ventriloque à la baleine. Et c'est Johns qui fait ça également maintenant. Ici, dans le dessin ventriloque, ventriloquist, vous voyez encore une fois le drapeau américain en bleu, blanc, rouge. Vous pouvez voir plus clairement le corps de la baleine. Vous voyez ici George Ord Potts, qui était appelé le céramiste gay. Et ce qui est important, c'est que si vous regardez cela de très près, si vous regardez cette image, en fait, elle va prendre la forme de la bouche, là. Et c'est cette importance d'encodage que je veux vous faire remarquer. En conclusion, un dessin extrêmement important qui a été réellement négligé. Ici, vous avez le 50e anniversaire de la manifestation qui a inauguré le mouvement pour les droits des gays aux États-Unis. Ici, vous avez une étude pour 2 drapeaux. Si vous regardez au dos de ce tableau, qu'est-ce que vous lisez? On voit étude pour 2 gays. Johns est clairement, à mon avis, en train de poser des questions de sexualité, encoder des questions de sexualité dans l'art américain. Et ce qui est très triste pour moi, c'est que je suis invitée pour traiter de ce sujet en France, mais j'ai très peu d'occasion de pouvoir traiter ce sujet dans mon propre pays aux États-Unis. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Levez la main pour le micro, s'il vous plaît. En fait, je voudrais savoir comment cela fonctionne en fait pour les contemporains de Rauschenberg et Johns, qui va mener à l'art minimal, l'art qui n'a plus de signification, l'art en fait qui n'a que des formes architecturales. Lorsque vous avez des gens comme Johns et Rauschenberg qui encodent en fait chaque œuvre, comment cela fonctionne entre ces contemporains? Micro, 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 merci. Le critique américain Michael Fried a en fait écrit un article justement sur l'art et le codage. Il dit, en 1968, il dit en fait que dans le minimalisme, il y a beaucoup de dangers parce que le minimalisme inaugure une relation théâtrale entre le spectateur et l'œuvre. Étant donné qu'il y a 6 pieds de distance, on perçoit en fait l'œuvre presque comme une personne et on a une relation avec qui est presque sociale. Et du moment que le social entre dans l'art, l'art est mort. L'art, en fait, doit être quelque chose de privilégié, sans social, sans relation. Ce qui est extraordinaire, c'est que 1968, c'est l'épicentre des mouvements des années 60, le mouvement pour les droits des gays, le féminisme, le mouvement des droits civiques.
Et en fait, l'art est construit pour faire autre chose. Fried dit qu'il faut en fait les empêcher de bouleverser ce qui est sacré à nous, l'art. Mais je crois qu'en même temps, on nous dit qu'on peut lire ces œuvres minimalistes comme ayant une œuvre, un composant social, comme le fait d'ailleurs Fried à l'époque. Est-ce qu'il y a un exemple avec l'art des lesbiennes, avec des artistes lesbiennes? En fait, il y en a un grand nombre. Et la seule raison que je n'ai pas intégré les artistes lesbiennes, parce que c'est beaucoup plus compliqué, il m'aurait fallu plus de 45 minutes juste pour introduire cela. Agnes Martin est une telle personne et j'ai écrit sur la signification gay dans le travail d'Agnès Martin. Une autre personne importante dans ce domaine, c'est Louise Nevelson, qui en fait a été considérée comme l'artiste qui ferait le monument pour le Stonewall Uprising, une émeute. Elle a été choisie, mais son agent lui a dit de ne pas faire cela parce que cela aurait nui à son marché et celle de sa partenaire. Mais oui, je pense que les mêmes éléments sont opérationnels dans cet art. Ce qui est marquant, c'est que lorsqu'on regarde l'art américain, c'est drôle parce que lorsque j'enseigne des cours à l'université sur l'art gay américain et lorsqu'on me demande en fait de faire des cours d'introduction à l'art américain, c'est presque les mêmes artistes. C'est intéressant de voir comment en fait à travers toute l'histoire, vous avez cette sexualité et ces composants de sexualité qui sont présents. D'autres questions? Non? Alors, je vous remercie de votre attention.